Dans cette vidéo, on va voir la notion de groupe, la notion de sous-groupe, donc qui a été l'outil essentiel qu'a introduit Galois pour étudier le problème de la résolubilité par radicaux, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc on va avoir la notion de sous-groupe, voir quelques exemples simples et s'habituer un petit peu avec. Donc le point clé, c'est le suivant, donc rappel, soit E un ensemble, et F qui va de E dans E. Donc on va juste travailler avec des ensembles finis. Et je prends F qui va de E dans E. F est bijective si et seulement si il existe G qui va de E dans E, tel que G rond F est égal à F rond G est égal à l'identité. Okay, donc une bijection, c'est une fonction qui admet un inverse à droite et à gauche. Et on a la première définition de bijective, c'est une fonction qui est bijective si et seulement si chaque élément de E a un unique antécédent par F. Ok? Voilà, donc exemple, on note S de E, l'ensemble des bijections de E. Plus tard, on appellera ça un groupe. Ok? Donc si j'ai F si je prends F dans S de E, donc S de E qui est l'ensemble des bijections de E, on note F-1, la fonction G comme ci-dessus. Alors a priori, il y a un problème avec cette définition. Si F dans E, on note F-1, la fonction G comme ci-dessus, le problème étant que G n'est pas forcément uniquement, a priori, n'est pas forcément uniquement déterminé, mais en fait, G est uniquement déterminé. G est unique. Preuve, quel que soit X dans E, on a G de F de X est égal à X. Ça, c'est la définition du fait que G rond F est égal à F rond G est égal à l'identité. En particulier, quand j'évalue en n'importe quel X, je rappelle que la fonction identité, c'est la fonction qui a X associé X, G de F de X est égal à X. Donc j'ai cette équation-là. Mais là, on utilise l'hypothèse que F est surjective. Que signifie l'hypothèse que F est surjective? Ça signifie exactement que quand X parcourt les éléments de E, F de X aussi parcourt tous les éléments de E. Tout élément de E peut s'écrire comme l'image par F d'un X. Et donc ça détermine G. Parce qu'on a une condition, on a G de F de X est déterminé par cette condition. Sauf que F de X pour X dans E, ça revient à tester tous les éléments de E. Donc ça détermine G. Donc la condition qu'il existe un G, c'est vraiment une condition d'existence. L'unicité est automatique à partir du moment où la fonction F est surjective. Ok, donc en particulier, si je prends n'importe quelle bijection de E, ensemble que j'ai noté S de E, je note F-1, la fonction G comme ci-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une seule fonction qui vérifie ça. On va voir quelques exemples. La notion de bijection sera beaucoup plus simple après les exemples qu'on va faire. Donc exemple, on va regarder les exemples les plus simples de bijection, on va regarder Sn, je prends soit n un entier, on note Sn qui est égal à... Donc je regarde les bijections de l'ensemble 1n, donc par exemple, S2 contient deux éléments. Donc qu'est-ce que c'est que S2? J'ai deux points, qui est le point 1 et le point 2, et une fonction qui est bijective de l'ensemble à deux éléments vers lui-même. Il faut que je décide pour chacun de ces points une valeur. Donc le premier point, je peux soit l'envoyer sur 1, soit sur 2. Disons que je l'envoie sur 2. Bah, j'ai pas le choix pour le deuxième. De par l'injectivité de ma fonction, ou pour la même raison, de par la surjectivité de ma fonction, si je veux que ma fonction soit surjective, je dois envoyer 2 sur 1. Et si je veux que ma fonction soit injective, je ne peux pas envoyer 2 sur 2. Donc si je veux que ma fonction soit bijective, je dois envoyer ici. Donc il y a deux éléments. On a déterminé S2. Soit 1 est envoyé sur 2, auquel cas 2 est forcément envoyé sur 1, par l'hypothèse que F est bijective. Je ne peux pas envoyer ça ici, sinon je ne serais pas surjectif. Et je ne serais pas injectif non plus. Et donc, je suis obligé de faire ça et je suis obligé de faire ça. Donc ça a deux éléments. Celui-là, je vais l'appeler taux.
c'est ce qu'on appellera plus tard une transposition, et ça, c'est l'identité. Et ce qu'on remarque, c'est que taux rond taux, c'est égal à l'identité. C'est la fonction qui permute deux éléments, je permute deux éléments deux fois, je trouve l'identité. Donc en particulier, ici, on a un exemple explicite d'inverse pour la fonction taux. Taux est son propre inverse. Mais il y a un seul inverse quand je prends une fonction bijective, comme on l'avait vu tout à l'heure, il y a un seul inverse qui est déterminé de manière unique. Dans ce cas-là, c'est taux. L'inverse de taux, c'est taux. On dit que taux est une involution, mais ce n'est pas très important. Exemple S3. Alors, exercice, combien y a-t-il de bijections? Combien y a-t-il d'éléments de S3 ou de manière équivalente? Combien y a-t-il de bijections de l'ensemble 1,3 vers lui-même? Je te laisse ça en exercice. Alors, je te donne une indication. Ce qu'on peut remarquer d'abord, c'est que n'importe quelle bijection de l'ensemble 1,2 devient une bijection de l'ensemble 1,3 de la manière suivante. Je prends une bijection de l'ensemble 1,2. Donc disons que je prends taux. J'applique taux ici. Donc ici, c'est un analogue de taux. Et j'envoie 3 sur 3. Ça fait que je peux, pour n'importe quelle bijection des deux éléments, la prolonger naturellement pour le troisième élément et obtenir ce truc-là. Okay, donc ça, c'est ce qu'on va... je vais l'appeler sigma 1. Je vais l'appeler sigma 3, en fait. On peut faire la même chose. Tu vois qu'ici, j'ai laissé le point 3 fixe. C'est ce qu'on appelle un point fixe. Donc peut-être une micro-définition. X dans E. Donc x est un point fixe si la fonction f évaluée en x et vaut x. Donc par exemple ici, si je prends sigma 3, la fonction que j'ai dessinée ici, le point fixe de sigma 3, c'est 3, c'est le seul point fixe de sigma 3. Donc je vais donner un autre exemple d'élément de S3. Je ne sais pas si tu as fait le calcul, mais normalement tu trouves 6 éléments dans S3. Donc S3, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'identité. Ensuite, il y a sigma 1, sigma 2, sigma 3. Alors, qu'est-ce que c'est que sigma 1, sigma 2, sigma 3? C'est les fonctions qui laissent 1 en point fixe. Donc sigma 1, c'est la fonction qui a 1 en point fixe et qui sinon échange les deux autres. Tu vois exactement comme ici, j'avais dessiné sigma 3. C'est encore visible ici un tout petit peu. C'est la fonction qui laisse 3 fixes et qui échange 1 et 2. Donc, il y a ces deux éléments-là. Et ensuite, il y a C et C carré. Alors, qu'est-ce que c'est que C et C carré? C, c'est la permutation cyclique qui envoie 1 sur 2, 2 sur 3 et 3 sur 1. C'est la permutation cyclique parce qu'elle fait tourner tourner les éléments de mon ensemble 1,3 de manière cyclique. On note si sigma et tau sont dans S de E, sigma tau leur composé. Par exemple, C2 c'est égal à C rond C. C2 que j'ai écrit ici, c'est la composition de C par lui-même. Donc qu'est-ce que c'est que C rond C? Bah, faut que je compose cette fonction avec lui-même. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je compose avec lui-même? Quand j'évalue en 1, disons, 1 d'abord il est envoyé sur 2, puis ensuite 2 est envoyé sur 3, et donc ça envoie 1 sur 3. 2, il faut vérifier que ça l'envoie sur 1. Et ça envoie 3 sur 2. Donc en particulier, on a une nouvelle permutation qui est distincte de toutes les autres qu'on a fait précédemment. C2, c'est ni égal à C, c'est ni égal à sigma 3 parce que toutes celles-là, elles ont un point fixe. Cette fonction-là n'a pas de point fixe. Donc sigma 1, sigma 2 et sigma 3, je rappelle que c'est les fonctions qui sont définies en laissant. Donc sigma 2, par exemple, ça laisse le point 2 fixe et ça échange 1 et 3. Mais ça ne peut pas être égal à C2 parce que C2 n'a pas de point fixe. Donc on a quelque chose de nouveau, c'est pour ça que je l'ai noté comme un nouvel élément. On a l'identité sigma 1, sigma 2, sigma 3, C et C2 qui est différent de C. Donc C2 est différent de C, par contre, ce qu'on a, c'est que C3 est égal à l'identité. Ça, je le laisse en calcul. Il faut vérifier que ces deux constructions sont inverses l'une de l'autre. Et donc en particulier, on a une permutation qui
élevée à une certaine puissance, devient elle-même. C'est un peu comme si tu prenais un paquet de 3 cartes, que tu le mélangeais, peu importe de la manière, enfin, que tu le mélangeais de manière cyclique, quand tu le mélanges 3 fois de suite, tu retrouves sur le même mélange que tu avais initialement. Et en fait, on va montrer que c'est un fait général. Si je prends n'importe quel élément de Sn, donc Sn c'est l'ensemble des bisections de 1n, alors élevé à une certaine puissance, cet élément devient l'identité. Donc, une manière de calculer l'inverse d'une permutation, c'est de itérer la permutation, et à un moment, on va forcément tomber sur l'inverse de notre fonction, de notre permutation initiale. Donc, avant une définition, on va définir ce que c'est qu'un groupe. Donc, les groupes seront définis comme des sous-groupes de Sn. Sn, une particularité qui est importante de Sn, c'est qu'on peut composer les bijections l'une avec les autres, Et un sous-groupe, ça sera un sous-ensemble de Sn qui sera stable par composé. C'est-à-dire que ça sera un sous-ensemble de Sn, ou de S de E, pour E un ensemble fini, qui, peu importe deux permutations étant données, contient leur composé. Est un sous-groupe de Sn. La raison qui explique cela, c'est que si sigma de n est égal à n, que je prends sigma et tau qui vérifie cette propriété, je compose les deux et j'évalue en n, ça me fait encore n. Si le fait de stabiliser n, ça passe à la composition. Si j'ai sigma de n et tau de n est égal à n, bah, sigma rond tau de n, c'est encore égal à n. Donc ça vérifie cette condition. Et donc c'est un sous-groupe de Sn. Et on remarque que de par cette condition, il s'identifie à Sn-1. Il s'identifie à Sn-1 au sens suivant, une fonction qui permute n éléments, mais qui laisse le nème fixe, c'est la même chose que permuter les n-1 premiers éléments. Si je permute n-1 éléments, je peux dire que je suis une bijection de n éléments en laissant le nème élément fixe, et réciproquement, si je suis une bijection de n éléments qui laisse le nème élément fixe, en fait, je suis une bijection de n-1 éléments auquel j'ai rajouté un élément qui est fixe. Donc ça, c'est un exemple prototypique de ce groupe. Donc maintenant, on en arrive au fait que je mentionnais. Soit sigma dans Sn, alors il existe K dans N tel que Donc, la manière d'interpréter ça, c'est que je prends sigma, qui est une permutation de n éléments. Tu peux y penser comme j'ai un paquet de cartes, je permute les cartes, je mélange les cartes d'une certaine manière. Si j'itère ce mélange un certain nombre de fois, je retombe sur le mélange initial. Donc, par exemple, dans les choses qu'on avait tout à l'heure, si tu te souviens bien, on avait par exemple tau, qui était une bijection de l'ensemble 1,2 et qui faisait comme ça. Bah, tau, quand je la compose deux fois, ça fait l'identité. Pareil, on avait le cycle, qui a 1 associé 2, qui a 2 associé 3, et a 3 associé 1. Et ce qu'on avait vu, c'est que quand je compose le cycle 3 fois, quand je regarde C3, j'ai ça. Donc c'est des exemples d'application de ce fait général qu'on va démontrer maintenant. La preuve n'est pas du tout difficile. Mais on va... Mais voilà, c'est... Preuve. On remarque d'abord que l'ensemble Sn est fini et contient n factoriel éléments. Donc nous on avait calculé, si tu te souviens bien, on avait calculé tous les éléments de S2 et de S3. On avait vu que dans S3 il y avait 6 éléments. Dans S3 il y avait l'identité
sigma 1, sigma 2, sigma 3, donc les sigma i étant les fonctions qui laissent le im point fixe et qui permutent les deux autres. Il y avait c, il y avait c carré, ça fait 6 éléments, et 3 factoriels, c'est 6. Et on avait vu que S2 contenait 2 éléments, et S1 contient... S1, qu'est-ce que c'est? C'est les permutations d'un seul élément. Si je permute un seul élément, j'ai pas le choix, je dois laisser cet élément fixe. Donc, je suis l'identité. Donc voilà, l'ensemble Sn est fini, il contient n factoriel éléments, la preuve n'est pas difficile. Le premier élément, j'ai n choix sur lequel je peux l'envoyer. L'élément 1, je peux l'envoyer sur 1 jusqu'à 2, 1, 2, 3 ou jusqu'à n. Ça n'a pas d'importance. Par contre, le deuxième élément ne peut pas être envoyé sur le premier, par injectivité. Le deuxième élément ne peut pas être envoyé sur le premier. Donc, sur l'image du premier élément, donc pour l'image du point 2, j'ai n-1 choix. Pour l'image du point 3, j'ai n-2 choix, et ainsi de suite. On voit qu'on a n factoriel choix. Donc je recommence l'argument. Le premier élément, l'élément 1, je l'envoie sur... J'ai n possibilités. Je l'envoie sur qui je veux. Notre but, c'est de créer une bijection. Donc le premier élément, je l'envoie sur qui je veux. Le deuxième élément, je ne peux pas l'envoyer sur l'image du premier élément, donc j'ai plus que n-1 choix. Le troisième élément, je peux l'envoyer ni sur l'image du deuxième, ni sur l'image du premier, donc ça fait n-2 choix. Et quand je fais le produit de tout ça, je trouve n factoriel. Et à la fin, on est assuré d'avoir une bijection. Si on a fait cette construction-là, c'est-à-dire je choisis un élément n'importe lequel, je choisis un deuxième élément qui est différent du premier et un troisième élément qui est différent des deux premiers, on est assuré d'avoir une bijection pour la raison suivante, qui est que notre fonction par construction est injective, puisque justement j'ai fait en sorte que le troisième élément ne soit ni envoyé sur l'image du deuxième, ni sur l'image du premier, et ainsi de suite. Donc la fonction qu'on a construite est injective, et elle est aussi surjective. En fait, c'est un fait général que si j'ai une fonction qui va d'un ensemble fini vers lui-même, alors il équivaut pour cette fonction d'être injectif, surjectif et bijectif. Si je prends une fonction qui va d'un ensemble fini E vers lui-même, il équivaut pour cette fonction d'être injective, surjective ou bijective. Donc quand j'ai fait cette construction-là, comme par construction ma fonction est injective, elle va être surjective, et je te laisse en exercice le fait de vérifier que si j'ai un ensemble fini et que j'ai une fonction injective de E vers lui-même, alors elle est forcément surjective. Ce qui n'est plus vrai pour les ensembles infinis. Mais bon, on verra ça une prochaine fois. Donc voilà, on remarque, c'est un peu une tangente. Donc on remarque que l'ensemble Sn est fini, contient n factoriel d'éléments. En particulier, il existe n2 strictement plus grand que n1, tel que sigma n2 est égal à sigma n1. Pour la raison suivante, c'est que quand j'élève mes fonctions sigma à des certaines puissances, l'entier n, il peut prendre un nombre infini de valeurs. Par contre, ça, c'est toujours un élément de Sn. Et comme Sn ne contient que n factoriel éléments, en particulier, il en contient un nombre fini, je ne peux pas continuer indéfiniment à ne pas toucher mes éléments. Donc, à un moment, j'ai forcément deux puissances de sigma qui vont coïncider. Je vais forcément avoir sigma puissance n2 est égal à sigma puissance n1. Je recommence l'argument. Ici, si tu imagines à sigma comme une fonction qui varie selon le temps, et plus le temps avance, plus la puissance de sigma augmente, bah, sigma ne peut pas faire cette opération sans retomber sur elle-même, de par le fait qu'on est en train d'élever à une puissance qui tend vers plus l'infini, alors qu'il n'y a seulement n factoriel éléments. Et donc on a forcément n1 et n2, tel que sigma n1 est égal à sigma n2. Comment est-ce qu'on conclut? Je te laisse en exercice le fait de conclure, mes pauses sur cette vidéo et nous, on veut montrer qu'il existe k tel que sigma puissance k est égal à l'identité. Comment est-ce qu'on conclut à partir de ça? N'oublie pas que la fonction est bijective. C'est là où on va l'utiliser. C'est possible d'avoir cette égalité-là alors que la fonction n'est pas bijective. Et donc forcément, on ne pourra pas avoir sigma k est égal à l'identité. Je fais une petite aparté. On remarque aussi qu'on a une réciproque. Donc l'énoncé, c'est si je prends sigma dans Sn, alors il existe k tel que sigma puissance k est égal à l'identité. Mais bien sûr, si réciproquement, il existe k strictement positif tel que sigma k est égal à l'identité, alors sigma est bijective. Parce que ça, c'est sigma rond sigma un certain nombre de fois. Et que moi, la définition, le rappel que j'ai fait au début de la vidéo, c'est qu'une fonction est bijective si et seulement si il existe taux tel que on a taux rond sigma
est égal à sigma rond taux est égal à l'identité. Mais si on a cette égalité-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre taux est égal à sigma k-1. Si j'ai cette égalité-là, si j'ai sigma k est égal à l'identité, bah sigma puissance k, je peux le voir d'une part comme sigma composé par sigma puissance k-1, ou comme sigma puissance k-1 composé par sigma. Donc en particulier, si tu te souviens de la définition de la bijectivité que j'ai rappelée au début, c'est une fonction est bijective s'il existe une autre fonction g telle que g rond f est égal à f rond g est égal à l'identité, et donc on a cette condition qui est vérifiée dès qu'on a sigma puissance k est égal à l'identité. Donc c'est vraiment, il est équivalent pour une fonction qui va de e dans e, ou bien d'être bijective, ou bien qu'il existe un entier k strictement positif tel que sigma puissance k est égal à l'identité. Ok, donc voilà, on a cette égalité-là, et là on n'oublie pas que notre fonction est bijective, donc on va appliquer sigma moins 1 à la puissance n1. J'applique sigma moins 1 à la puissance n1 à droite, ou à gauche, ça ne change rien. Je compose par sigma puissance n1, par sigma moins 1 puissance n1 à gauche ici. Et ce qui se passe, c'est que sigma moins 1 puissance n1 composé par sigma puissance n1, qu'est-ce que ça fait? Donc j'obtiens sigma moins 1 rond sigma moins 1, donc n1 fois rond sigma n2. Mais maintenant, on va utiliser le fait que sigma moins 1, c'est l'inverse de sigma, et on va annuler les puissances de sigma ici et les puissances de sigma là. Donc sigma puissance n2, je peux le voir comme sigma rond sigma n-1. Et maintenant, j'utilise le fait que ma fonction est bijective et que sigma moins 1 rond sigma, c'est l'identité, et donc je peux l'enlever. Parce que composé par l'identité, ça ne change rien. Quand je compose par l'identité, ça ne change jamais rien. Parce que l'identité, quand je l'évalue en n'importe quel y, ça me renvoie y. Donc quand je compose l'identité, peu importe par où je compose, ça fait rien du tout. Donc ça me fait sigma moins 1 puissance machin composé par n2 moins 1. Et quand j'itère et quand je fais ce même truc-là avec les n1 copies de sigma moins 1, j'obtiens, et que je fais la même chose pour qu'il se passe ici, j'obtiens sigma n2 moins n1 est égal à sigma n1 moins n1 est égal à l'identité. Donc je recommence tout l'argument. Je prends sigma dans Sn, je vais montrer qu'il existe k tel que sigma puissance k est égal à l'identité. Je regarde les puissances itérées de sigma. De par la finitude de l'ensemble Sn, je sais qu'il va y avoir deux puissances qui vont coïncider, deux puissances qui seront différentes, donc que j'appelle n2 et n1, avec n2 strictement plus grand que n1. J'ai cette égalité-là, sigma puissance n2 est égal à sigma puissance n1, et ensuite je compose par l'inverse de sigma n1 fois, de manière à ce que ça devienne l'identité, ça devienne sigma n2 moins n1. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé l'égalité que je voulais. Donc le corollaire qui nous intéresse, c'est le suivant, c'est que si je prends G un sous-groupe de Sn, alors l'identité est dans G, automatiquement. Un sous-groupe, je devrais préciser que dans l'hypothèse d'un sous-groupe, l'ensemble est non vide. Donc le fait qu'un ensemble soit non vide, j'écris G différent de l'ensemble vide. L'ensemble vide, on note comme ça, 0 avec un bar. L'ensemble vide, c'est l'unique ensemble qui ne contient aucun élément. Je suppose que l'ensemble G est non vide, c'est-à-dire qu'il contient au moins une permutation. Et en fait, le fait qu'il contienne une permutation implique automatiquement qu'il contienne l'identité. Alors, l'identité est dans G, et aussi, quel que soit sigma dans G, sigma moins 1 est dans G. Alors, je te laisse essayer de prouver cette proposition. Il faut appliquer ce qu'on vient de démontrer.
Donc si j'ai un sous-groupe de Sn, alors automatiquement d'une part l'identité est dans G, et d'autre part, toute permutation dans G voit son inverse être aussi contenu dans G. Donc je te laisse faire la preuve, je vais la prouver aussi, mais mes pauses pour la trouver. Preuve, soit sigma dans G, qui existe parce que mon ensemble G est non vide, alors j'ai K strictement positif tel que sigma puissance K est égal à l'identité, mais ça c'est dans G. La puissance kn de sigma c'est dans G parce que G est stable par produit, G est stable par composé. La composée de deux fonctions, je l'appellerai plus généralement, enfin, j'appellerai ça un produit. Sigma puissance K c'est la composée de sigma un tas de fois. Par hypothèse, pour n'importe quel sigma et taux dans G, la composée est encore dans G, donc ça c'est dans G. Sigma puissance K est dans G. Et voilà. Et donc l'identité est dans G, ce qui était le premier point qu'on voulait montrer. D'autre part, sigma-1 est égal à sigma k-1. Donc c'est le deuxième point. Le deuxième point, on voulait montrer que l'inverse de sigma était aussi dans G, bah c'est le cas parce que l'inverse c'est une puissance de sigma. Donc voilà, la morale c'est que quand j'ai un sous-groupe de G, quelque chose qui est stable par produit, il contient automatiquement plus de structures. D'une part, il contient l'élément identité et d'autre part, il contient tous les inverses de tous ces éléments. Donc je vais donner quelques exemples et quelques exos. Donc, je vais te poser quelques questions sur les ordres d'éléments. Donc par exemple, soit n dans n, on pose Cn qui envoie 1 sur 2, qui envoie 2 sur 3 et qui envoie n sur 1, donc 3 sur 4, etc. Alors, Cn est d'ordre n. L'élément Cn est d'ordre n au sens où Cn composé n fois avec lui-même, c'est l'identité, il n'existe pas de n plus petit que n, il n'existe pas de k plus petit que n, vérifiant cette propriété. Donc ça je te laisse en exo. C'est pas du tout difficile, 1 est envoyé sur 2, donc quand je compose Cn deux fois va envoyer 1 sur 3. Quand je compose Cn 3 fois, il va envoyer 1 sur 4. Quand je compose Cn 1 et ainsi de suite, à chaque fois l'image de 1 est incrémentée par 1. Et une fois qu'on a composé n fois, l'image de 1 est envoyée sur n puis sur 1. Donc je te laisse en exercice. Maintenant, j'ai posé d'autres questions sur les ordres. Question. Donc pour n'importe quel n, il existe un élément d'ordre n dans Sn. Si je prends n'importe quel entier n, alors il existe une permutation d'ordre n. Et les questions qu'on va se poser, c'est quels sont les ordres qui sont atteints pour un certain entier n. C'est-à-dire, je ne sais pas, je regarde S5, est-ce qu'il existe, je ne sais pas, un élément d'ordre 3 dans S5? Donc existe-t-il un élément d'ordre 4 dans S3? Et je donnerai des indications ensuite pour chaque chose. Un élément d'ordre 4, d'ordre 3 dans S4. Un élément d'ordre 6 dans S5. Un élément d'ordre 5 dans S4. Donc voilà, existe-t-il un élément d'ordre 4 dans S3, un élément d'ordre 3 dans S4, un élément d'ordre 6 dans S5, un élément d'ordre 5 dans S4 et un élément d'ordre 30 dans S10. Je vais donner des indications pour chacune de ces questions, mais je t'encourage vraiment à réfléchir là-dessus. Tout est accessible. Tout est accessible. Je vais donner des indications maintenant, donc cherche-y et mets play sur les indications qui t'intéressent. Première, la réponse est non. Ça se calcule directement du fait que on connaît tous les éléments de S3. Si tu te rappelles, dans les éléments de S3, il y avait l'identité, chaque permutation, chaque transposition. Donc il y avait
il y avait chaque fonction qui laissait un point fixe et qui échangeait les deux autres. Sauf que ces fonctions-là ont seulement un ordre de 2. Et ensuite, il y avait les permutations cycliques d'ordre 3, qui étaient C. C, c'était la fonction qui a 1 associe 2, 2 associe 3 et 3 associe 1. Donc la morale est qu'il n'existe pas d'élément d'ordre 4. Pour la deuxième, oui, ça existe. La raison est la suivante, il existe un élément d'ordre n dans Sn. En particulier, il existe un élément d'ordre 3 dans S3. J'ai un élément d'ordre 3 dans S3, mais donc, quand j'ai un élément dans S3, je sais canoniquement le transformer en élément dans S4. Je laisse juste le quatrième point fixe. Quand j'ai un élément de Sn, je peux canoniquement en faire un élément de Sn plus 1 en laissant juste le n plus 1e point fixe. Donc ça, c'est oui. Existe-t-il un élément d'ordre 6 dans S5? Pour cette question, le point est le suivant. Donc, pour celle-là, l'idée, c'est il existe sigma dans S2, tau dans S3, d'ordre 2 et 3. Ça, on le sait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les combiner en un seul élément qui sera d'ordre 6. La manière dont on va le faire, c'est qu'on va poser f dans S5. Donc on va le faire en combinant ces deux éléments-là. Donc essentiellement, on va faire que sa restriction aux éléments 3, 4, 5 soit égale à tau, et la restriction aux éléments 1, 2 soit égale à sigma. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'élément d'ordre 2, il échangeait juste deux éléments. Et l'élément d'ordre 3, c'était une permutation cyclique. Donc là, je suis vraiment en train de combiner les deux éléments que j'avais tout à l'heure. Et ce que tu peux vérifier, c'est que si j'écris... Donc voilà, on pose f comme ça, et le point clé, c'est qu'on peut composer, on peut écrire f canoniquement comme la composée de deux éléments. En fait, on a f est égal à sigma rond tau. Je vais les appeler sigma prime et tau prime parce qu'ils ne vivent pas exactement dans le même endroit que ces deux-là. Donc sigma dans S2 et tau dans S3 avec tau qui est égal à ça. Donc ça c'est tau. Et sigma c'est ça. Ça échange 1 et 2. Et 3, 4, 5 sont laissés fixes. Donc ici j'ai 3 points fixes et les deux éléments sont interchangés. Ici c'est le contraire, j'ai 2 points fixes. Et ces 3 éléments sont permutés de manière cyclique. Et ce que tu peux vérifier, c'est que f est égal à sigma prime rond tau prime, avec sigma prime et tau prime qui sont ici, et que les deux éléments commutent. C'est-à-dire que et sigma prime rond tau prime est égal à tau prime rond sigma prime. Donc la commutation de deux éléments, ça veut dire que si je permute selon le premier élément, puis je permute selon le deuxième, c'est la même chose que permuter selon le deuxième, puis le premier. C'est exactement ce que j'écris là. Sigma prime rond tau prime est égal à tau prime rond sigma. Et à partir de ça, je prétends que c'est pas trop difficile de voir que la puissance sixième annule l'élément, c'est-à-dire que on a f puissance 6 est égal à l'identité, ça c'est simple. C'est juste une conséquence du fait que ça élevé à la puissance 2, ça élevé à la puissance 3, c'est l'identité, et que ça élevé à la puissance 2, c'est l'identité, et du fait que ça commute. Par contre, le fait que ce soit vraiment d'ordre 6, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'ordre plus petit qui l'annule, ça faut un petit peu... c'est pas du tout difficile, mais non, c'est pas du tout difficile. Voilà, donc ça c'était la question. Le point clé est que si j'ai deux choses, quelque chose qui vient de Sn et quelque chose qui vient de Sm, je peux les combiner et faire quelque chose qui vient de Sn plus M. J'ai quelque chose dans Sn, j'ai quelque chose dans Sm, j'en fais quelque chose dans Sn plus M, et à chaque fois, ça va avoir cette propriété-là que les deux vont commuter. Sigma prime rond tau prime est égal à tau prime rond sigma prime. Ça vient du fait que j'ai pris un élément dans Sn, j'ai pris un élément dans Sm, je les ai combinés de cette manière-là, c'est-à-dire que j'ai laissé un certain nombre de points fixes qui est le complémentaire des points fixes du premier, et dès qu'on fait des choses comme ça, les deux permutations commutent. Je réponds rapidement à la fin. Existe-t-il un élément d'ordre 5 dans S4? Ça, c'est peut-être difficile, mais en fait, non, ça n'existe pas. C'est une conséquence du théorème que je vais énoncer après.
et un élément d'ordre 30 dans S10, on fait la même chose que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on combine un élément dans Sn et un élément dans Sm, en se rappelant qu'il existe un élément d'ordre 5 dans S5. Il existe un élément d'ordre 5, il existe un élément d'ordre 6, et quand on fait cette construction, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ordre de la composée des deux va être le produit des deux ordres. C'est-à-dire ici, tu vois, on a pris un élément d'ordre 2, un élément d'ordre 3, et on a fait un élément d'ordre 6. C'est un fait général que quand tu prends un élément dans Sn d'ordre n